Salut à tous, c'est Nozman, comment allez-vous? Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il s'est passé une grosse catastrophe d'ordre chimique aux États-Unis. Ça a lieu actuellement dans l'Ohio et aujourd'hui on va essayer de parler de ça. Alors l'endroit où a eu lieu cette catastrophe, c'est clairement un des endroits où vous aimeriez le moins être actuellement. Parce que clairement, c'est chaud. On parle donc de East Palestine aux États-Unis, une ville située à la frontière de l'Ohio et de la Pennsylvanie. Et là-bas, le 3 février, un train a déraillé. Alors à son bord, il y avait du malt, de la semoule, des légumes surgelés. Vu comme ça, on se dit bon, c'est pas grave. Mais en fait, il y avait surtout un max de produits chimiques. En tout, c'est d'ailleurs 11 wagons contenant des matières toxiques qui ont quitté la voie, tandis que 12 autres étaient endommagés par l'incendie qui a suivi. Il y a donc eu un déversement dans l'environnement, probablement causé par un problème mécanique avec un essieu, qui a entraîné l'évacuation d'une bonne partie de la population. Car à cause du risque d'explosion d'un wagon contenant une substance toxique appelée chlorure de vinyle, eh bien, il a été décidé de creuser une tranchée, d'y dévier leur contenu et de tout cramer. Une action qui a entraîné la montée d'énormes fumées noires dans le ciel, et avec elle, la peur des habitants d'East Palestine convaincus d'être face à une catastrophe chimique, écologique et sanitaire ultra vénère. Et avec les infos disponibles depuis 3 semaines, on va essayer de comprendre pourquoi ça pourrait bel et bien être le cas. Bon, vous en doutez, leur peur, elle était hyper légitime, il y a un truc rempli de produits chimiques pas ouf qui se déverse partout autour de chez toi. Bon, ça fait vraiment flipper, c'est clair et net. La crainte, c'est donc bel et bien qu'un maximum de substances chimiques vraiment dangereuses se soient déversées dans leur environnement. Et quand on voit la liste concoctée par l'Agence de protection environnementale américaine de produits qui se sont déversés dans le sol, qui ont été balancés dans les airs ou dans les eaux de surface, bah vraiment, on comprend pourquoi. Au programme du coup, qu'est-ce qu'on a? De l'acrylate d'éthylexyle, un liquide incolore qui peut irriter les yeux, la peau et les systèmes respiratoires, de l'éther monobutylique d'éthylène glycol, une substance inflammable qui peut entraîner des étourdissements, des maux de tête et des vomissements, du benzène, un liquide s'évaporant rapidement qui sur le long terme peut causer des problèmes à votre moelle osseuse, de l'acrylate de butyle, un autre liquide qui en cas d'exposition répétée peut provoquer un cancer du poumon. Est-ce que vous pensez que c'est terminé? Bah non, déjà parce que cette liste n'est pas exhaustive, et ensuite parce qu'il manque encore le plus dangereux d'entre eux. J'ai nommé le chlorure de vinyle, dont on parlait tout à l'heure. Une substance utilisée pour produire du PVC qui a de quoi faire vraiment flipper. Car en plus d'avoir été libéré en énorme quantité, eh bien lui, il n'est pas que réputé pour provoquer des étourdissements, de la somnolence ou des maux de tête à forte dose. Non, il est aussi tristement célèbre pour avoir été lié à l'apparition de formes rares du cancer du foie dans les usines. Enfin ça, même s'il est aussi capable de vous filer un cancer du poumon, du sang ou encore du système lymphatique. Pas ouf du tout comme substance. Ça sent vraiment pas bon, et ça, littéralement. Car pendant des jours, c'est tous les produits chimiques qu'on sentait dans la région. Et si les habitants ont indiqué avoir eu leur dose de maux de tête et de nausées, qui selon l'EPA n'est pas forcément lié à des niveaux d'exposition nocifs, eh bien pour l'heure, aucun mort n'est à déclarer. Car le risque immédiat très important lors du brûlage contrôlé a tout de même été limité par l'évacuation de la population. Enfin, pas celle des poissons, ils sont restés là. Car au moment où on conseillait encore aux habitants de ne pas boire l'eau publique, bah eux, ils étaient toujours dans l'eau, les poissons, tu vois, c'est normal. Puisqu'en plus des renards, des poules ou encore des coqs qui semblent avoir été affectés par les produits chimiques selon la population, eh bien c'est carrément 3500 poissons de 12 espèces qui ont été retrouvés le ventre à l'air. Ça fait un paquet de morts quand même. Une disparition qui, à l'inverse des autres, a d'ailleurs été clairement associée par les autorités au rejet chimique. Et sachez-le, cette liste a encore vraiment pas mal de chances d'évoluer. Car il y a un animal marin dont on n'a pas encore de nouvelles, normal à cette période il est en train d'hiberner, il s'agit du maître de l'enfer. C'est bel et bien un animal. Une salamandre géante en voie de disparition dont 250 spécimens ont été introduits dans des zones où des poissons morts ont été retrouvés. En tout d'ailleurs, ce serait carrément 11,2 km de cours d'eau qui auraient été contaminés. Et dans l'eau, vous trouvez des égouts pluviaux, plusieurs ruisseaux ou encore la rivière Ohio. Ouais, je parle bien de celle qui se jette dans le fleuve Mississippi dans l'Illinois. Les dégâts environnementaux que la compagnie ferroviaire Norfolk Southern, jugée responsable dans cette affaire, tente de limiter à grands coups de barrages et de dispositifs d'extraction des produits chimiques. Et si les préoccupations de la population est toujours importante concernant la contamination des sols, des maisons ou encore de l'eau, principalement à cause de potentiels composés volatiles et semi-volatiles, eh bien désormais l'EPA veut rassurer, car ok, d'après leurs analyses, la quantité de particules a bien explosé les seuils de sécurité après le déraillement du train et le brûlage contrôlé. Aujourd'hui pourtant, a priori, le pire serait passé. Ouais, parce qu'elle serait a priori à nouveau sous le niveau de nocivité. Une recherche des matières toxiques dans l'air qu'ils ont également poussée dans au moins 500 maisons. Car vous vous souvenez du chlorure de vinyle dont je parlais tout à l'heure? Celui-là même avec lequel ils ont fait un feu de joie ultra toxique. Eh bien sachez-le, s'il a pour atout de se diluer assez rapidement dans l'atmosphère, mais également de se décomposer à la lumière du soleil entre 9 à 11 jours top chrono, bah il est aussi capable d'envahir votre air intérieur par le biais d'eau contaminée. Comprendre via votre douche, votre vaisselle ou encore votre cuisine. Et avec ça, aérer 10 minutes par jour, je suis pas sûr que ce soit suffisant. La bonne nouvelle, c'est que du côté de l'eau publique aussi, le feu semblait trop vert, car la rivière était grande. Les polluants s'y seraient vachement dilués, tellement en fait qu'ils ont atteint des niveaux qui seraient traitables selon l'EPA.
Des résultats plutôt positifs qui ont permis donc à la population de revenir dans les lieux dès le 8 février. Du coup, c'est bon, on peut souffler ou pas? Catastrophe écologique et sanitaire évitée? Alors si les poissons ne risquent pas du tout d'être de cet avis, les scientifiques non plus. Car ok, de nombreuses substances qui ont été déversées dans l'environnement ont été analysées, mais qu'en est-il des milliers de sous-produits qui peuvent y être liés? Ouais, parce que le risque avec les produits chimiques, c'est rarement uniquement les substances individuellement impliquées. Alors si vous avez déjà suivi un cours de chimie, vous le savez, leur talent c'est aussi d'être capable d'en créer d'autres. Exemple avec un chlorure de vinyle qui aurait subi une combustion. Comme par exemple lorsque l'on incendie une tranchée en plein air pour éviter que la substance explose, avec lui c'est pas des chocs à pic que vous obtenez. Non, c'est du phosgène utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale, ou encore du chlorure d'hydrogène qui crée de l'acide chlorhydrique lorsqu'il est mélangé à de l'eau. Et si certains de ces sous-produits suspectés ont eu droit à leurs propres analyses, pour d'autres, aucune donnée n'a pour l'instant été publiée. Une absence qui crée une incertitude sur l'impact environnemental et sanitaire de ce déraillement. Alors dans le viseur des chercheurs particulièrement, les dioxines qui auraient pu être produits lors d'une combustion incomplète du chlorure de vinyle, un type de polluant ultra toxique pour les animaux et les humains, et qui met beaucoup de temps à se décomposer dans l'environnement. Donc ce bordel-là, en plus de causer sa dose de cancer ou encore de dommages au système immunitaire, il est carrément capable de s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Du coup, vous l'avez compris, si la phase du risque immédiat est bien terminée, celle des conséquences à long terme ne vient que de commencer. Et 3 semaines après la catastrophe, force est de constater qu'il nous manque encore un max de données. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle que des analyses de l'air et de l'eau publique, mais qu'en est-il des sols de East Palestine? Car alors qu'un spécialiste des sols encourage à tester les sols de culture et qu'une activiste s'inquiète pour l'aquifère, un sol poreux qui peut contenir une nappe d'eau souterraine, pour le moment, l'EPA n'a communiqué que sur le sol du site du déraillement. Le 20 février d'ailleurs, Norfolk Southern a annoncé avoir retiré 7000 kg de sol contaminé près des voies ferrées. Alors petit problème, cette opération, elle a été précédée d'un max de tension. En cause, un document rendu public par l'EPA qui a révélé qu'au 10 février, l'enlèvement des sols à proximité n'avait toujours pas été terminé. Un timing que l'écosystème risque de pas ultra kiffer, déjà parce que si vous vous posez la question, oui, le site avait été rouvert 2 jours auparavant, et ensuite parce que la rapidité du récurage est en effet un point clé pour limiter l'impact de la catastrophe. La raison, c'est que si on mise pas sur une stratégie ultra rapide niveau nettoyage, ça risque de faire très mal. Car la contamination peut continuer à se propager dans les sols et l'air environnant. Et ça, encore plus s'il pleut, c'est chaud. Et une fois dans l'environnement, ces produits chimiques, c'est pas facile de savoir comment ils vont se comporter. Du coup, les paris sont lancés. Selon Andrew Welton, un ingénieur environnemental américain, c'est plutôt simple pour lui, son idée, c'est qu'il n'y a aucune chance que tous ces produits chimiques évoluent de la même manière dans les sols et dans les eaux souterraines. Car rappelez-vous, c'est pas une seule substance qui a été déversée. Non, c'est plusieurs, avec tous des niveaux de toxicité différents. Un pronostic pas hyper précis auquel il ajoute une petite note, et c'est que s'ils ne sont pas traités, ça va faire mal, en fait, très mal. Car il y a des chances qu'ils mettent pas mal de temps, beaucoup de temps à se dégrader. La toxicologue environnementale Kim Garrett, quant à elle, préfère encore moins se mouiller, car si elle affirme connaître le comportement de ces substances en laboratoire, dans l'environnement, selon elle, c'est une toute autre histoire. Et ça encore plus lorsqu'elles sont en grande quantité. Alors un seul plan de route du coup, continuer à analyser, nettoyer, faire attention, surveiller l'impact potentiel de cette catastrophe sur l'environnement et sur la santé également, faire gaffe quoi. Parce que si les conséquences de cette catastrophe sont difficiles à évaluer, il y a quand même de grandes chances qu'on n'ait pas du tout fini d'en entendre parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet un peu grave quand même, un peu chaud, mais je pense quand même que c'est important qu'on en parle et qu'on comprenne ce qui se passe, tu vois. Je tiens à remercier Laura Verdier, spécialiste de la pollution des sols, et le toxicologue André Cicolella, président du réseau Environnement Santé, pour leur aide précieuse durant l'écriture de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, vous abonner pour les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt car la science n'attend pas. Salut!